On a beau passer des années à étudier le français, on connaît la grammaire, on a du vocabulaire, et pourtant, au moment de parler, c'est le blocage complet. C'est une situation que beaucoup connaissent. C'est un peu comme avoir toutes les pièces d'un puzzle, mais impossible de les assembler pour voir l'image finale. Ce témoignage, il est super parlant, non? Si cette situation fait écho, ce qui suit devrait vraiment éclairer les choses. Parce que oui, cette anxiété, cette petite boule au ventre avant de se lancer dans une vraie conversation, c'est tout à fait normal. Ce n'est absolument pas un signe d'échec, c'est juste une étape naturelle du parcours. Alors allons-y, plongeons vraiment dans le cœur du problème. La grande question, c'est comment ça se fait qu'on peut comprendre énormément de choses dans une langue, mais que pour la parler, ça coince. C'est un obstacle super frustrant, mais il faut savoir que c'est très très courant. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'input-output, de l'écoute et de la parole. Et il faut bien insister là-dessus, le problème, ce n'est pas la personne qui apprend. Pas du tout. C'est une difficulté qui vient en fait de la façon dont les langues sont enseignées la plupart du temps. Et aujourd'hui, justement, on va aller chercher la cause exacte de ce blocage. Voilà, on y arrive. Le point crucial, le voici. Il y a souvent une version du français qui est enseignée et une autre version que les natifs utilisent au quotidien. C'est un peu comme si on apprenait les règles officielles d'un jeu de société et qu'en arrivant pour jouer, on se rendait compte que tout le monde utilise des règles maison complètement différentes. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a le français des livres. Il est standardisé, il suit les normes de l'écrit, il est assez formel. Et de l'autre, on a le français réel, celui qu'on entend tous les jours. Lui, il est beaucoup plus varié, informel, spontané, et il a ses propres codes. Pour vraiment saisir cet écart, il faut qu'on parle d'un concept clé, les registres de langue. C'est quoi ça? En gros, ce sont juste les différents niveaux de formalité, les différents styles de langage qu'on va utiliser selon la situation. Ce tableau l'illustre parfaitement. Prenons un exemple tout bête, la nourriture. Dans un contexte très formel, comme un discours, on pourrait entendre le mot « mais ». Dans une conversation polie de tous les jours, on va dire « repas ». Et puis, avec des amis ou en famille, on va tout simplement dire « la bouffe ». Pareil pour la voiture qui peut devenir une caisse ou les chaussures, des pompes. Voilà, c'est ça les registres de langue en action. Ok, super. Maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment on peut transformer tout ça en une sorte de boîte à outils pratique. On va s'équiper avec les éléments essentiels du français qu'on parle vraiment tous les jours. Alors, prenons un exemple concret. La routine du matin. Voici comment on apprendrait à la décrire à l'école. Je me réveille à 8 heures, je pars au travail à 9 heures. C'est parfait, grammaticalement, c'est correct, mais ça sonne un peu manuel scolaire, un peu rigide, non? Maintenant, écoutez bien, la même routine, mais racontée par un locuteur natif dans un contexte informel. Je me fais tirer du lit, avant de me barrer au boulot, je me pose dans un resto pour casser la croûte. On est d'accord, c'est presque une langue différente. C'est bourré d'argot, d'expressions imagées. D'ailleurs, décortiquons un peu ce vocabulaire. Se barrer, par exemple. C'est un verbe d'argot super courant qui veut simplement dire partir, s'en aller. Ensuite, le boulot ou même le taf. On entend ça tout le temps pour parler de son travail. Le mot travail, lui, reste souvent pour des situations un peu plus sérieuses ou formelles. Et enfin, casser la croûte, une super expression idiomatique, très imagée, qui veut dire prendre un repas, manger un bout. Mais attention, parce que ça ne s'arrête pas au vocabulaire. La grammaire elle-même se transforme à l'oral. Par exemple, le passé composé est roi. Il a quasiment remplacé le passé simple dans les conversations. Le ne de la négation, il disparaît très souvent. On dit « je sais pas « je ne sais pas ». Et le fameux « nous » est presque systématiquement remplacé par « on ». On va au ciné, c'est bien plus naturel que « nous allons au cinéma ». Bon, c'est bien beau tout ça. On connaît maintenant les ingrédients du français informel. Mais la question à 1 million, c'est comment on fait pour les utiliser concrètement dans une vraie conversation? Eh bien, regardez cette étude, elle est fascinante. Elle montre que des étudiants avancés à l'université utilisent en moyenne plus de 14 de ces traits d'oralité, de ces tournures informelles, dans une conversation. Les débutants, sans entraînement spécifique, en utilisent quasiment aucun. Le message est super clair, la pratique, ça change tout. Pour parler comme les gens parlent, il faut pratiquer ce langage-là. Alors, comment s'y prendre? Voici un petit plan de match super concret. D'abord, on peut préparer quelques sujets à l'avance, juste pour pas être pris au dépourvu. Ensuite, une étape cruciale, répéter ces phrases à voix haute. Ça aide énormément. On peut aussi s'aider d'une sorte de menu de conversation, avec des questions toutes prêtes.
Et enfin, le jeu de rôle. Comme simuler une commande au café, c'est un excellent exercice. L'idée, c'est de faire baisser la pression avant de se lancer pour de vrai. Et puis, il y a ce conseil qui est peut-être le plus important. C'est un changement total de mentalité. Il faut comprendre qu'une conversation, la plupart du temps, n'a pas besoin d'être utile ou profonde. L'objectif, ce n'est pas de refaire le monde. C'est juste de pratiquer, d'échanger, de créer un petit lien. Rien que le fait de se dire ça, d'abaisser les enjeux, ça peut faire fondre l'anxiété. Et ça nous amène au point final. Il s'agit peut-être de redéfinir complètement le but du jeu, de passer d'un objectif de perfection à un objectif de connexion. Parce qu'au fond, c'est ça le plus important à retenir. Le succès dans l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas de ne faire aucune erreur, ça c'est une illusion. Le vrai succès, c'est de réussir à transmettre une idée, à partager un rire, bref, à créer un pont avec quelqu'un d'autre. Ce qui nous laisse avec cette question finale. Le but ultime de l'apprentissage d'une langue, est-ce que c'est vraiment la grammaire parfaite ou est-ce que c'est la connexion humaine? C'est une petite réflexion à garder en tête tout au long de ce parcours linguistique. Imaginez un peu la scène. Vous avez passé des mois vraiment à perfectionner votre français. Vous maîtrisez la phrase type «Comment allez-vous?» La phrase de Manuel, oui. Exactement. Et vous arrivez en France, super confiante, et là, la première personne que vous croisez vous lance un simple «Ça va?» Et c'est le choc. C'est ce petit décalage, ce fossé entre le français des livres et le français de la vraie vie qui nous intéresse aujourd'hui. On va plonger dans tout un tas de sources pour comprendre ça. Ah oui, et les sources sont très variées. On a un guide super pratique pour sortir le soir, une discussion en ligne que j'ai trouvée fascinante sur ce qui bloque les gens. D'accord. On a aussi un podcast sur la routine du soir, une étude universitaire très sérieuse sur le français informel, des articles, et même, pour finir, une liste d'expressions idiomatiques. Autour de la nourriture, je crois. Autour de la nourriture, bien sûr. La mission est donc claire, il ne s'agit pas juste de savoir quoi dire, mais de sentir comment le dire, à quel moment. C'est tout l'enjeu. Comment on passe de la phrase apprise par cœur à une conversation qui sonne juste, quoi. Une communication authentique. Voilà, c'est le mot. Alors, par où on commence? Le plus logique, c'est la base, non? Les situations de tous les jours. Le quotidien. On a ce podcast Parlons français qui donne un aperçu très concret de la routine du soir. C'est simple, mais c'est essentiel. Bah oui, rentrer du travail vers 18h, préparer le dîner. Se laver, se brosser les dents, se mettre en pyjama. Le b.a.-ba. Mais ce qui est intéressant dans cette source, c'est que ce n'est pas juste une liste d'actions, il y a une atmosphère. Ah oui? Oui, on met l'accent sur le calme, le bien-être. Le podcast utilise des phrases comme « laisser derrière soi le stress », les bruits, les écrans. Donc on n'a pas seulement le vocabulaire, on a le contexte culturel qui va avec, la façon de décompresser. C'est ça. D'accord, ça c'est pour la maison. Mais si on sort. Là, l'article dit à la France, c'est une vraie petite pépite. Ah oui, il est très bien fait. Il découpe la soirée. Pour l'apéro, par exemple, on a des phrases clés comme « On se retrouve où pour l'apéro ?» Simple, direct. Et si on est au bar, on entendra « Qu'est-ce que je vous sers ?» Et on peut répondre « Je voudrais commander, s'il vous plaît ». Efficace. L'article va même plus loin, il donne des repères. Au restaurant, il précise que le service se termine souvent vers 22h. C'est bon à savoir. Et pour l'addition. Bien sûr, il y a le classique « l'addition s'il vous plaît », mais aussi les expressions pour inviter. Laisser, c'est pour moi. Ou un peu plus familier, « c'est moi qui régale ». Ça, on ne l'apprend pas forcément en cours. Et pour le cinéma, il y a ce détail crucial. VO ou VF. La version originale ou la version française. L'erreur de débutant classique, c'est de ne pas vérifier et de se retrouver devant un film américain doublé en français. C'est l'expérience à vivre une fois, mais pas deux. Clairement. Et pour finir ce tour d'horizon, une autre source nous donne des phrases pour parler de ses passions. Un sujet universel. Oui, de structures comme je pratique le, je fais du, ça fait X en que. Bref, tout ce vocabulaire, c'est le socle. C'est ce qu'on appelle le français courant. C'est indispensable. Indispensable, mais ce n'est que la première couche. Et c'est là que les choses se corsent. On a tout ce vocabulaire, on a les phrases, et pourtant, tant de gens se sentent bloqués. Paralysé même. La discussion sur Reddit qu'on a trouvée est très très révélatrice là-dessus. Le problème, ce n'est pas toujours le manque de mots. Non, c'est un point fondamental. La compétence linguistique ne sert à rien si on n'a pas la confiance pour l'utiliser. Et cette discussion le montre bien. L'anxiété est un mur. Oui, et les conseils des internautes sont hyper pragmatiques, j'ai bien aimé. Certains préparent des sujets à l'avance. Les loisirs, le travail, l'actu,
Un utilisateur parle même de se créer des menus de conversation. J'adore l'idée. Pour ne jamais être à court. Voilà. Et mon conseil préféré, c'est celui qui dit qu'il a dû comprendre que la plupart des conversations sont inutiles pour enfin se détendre. Ah, ça c'est très juste. Arrêtez de se mettre la pression de devoir dire un truc profond à chaque fois. C'est ça. Et là où ça devient passionnant, c'est quand on connecte ça à l'étude universitaire de Rebirk et Lin Shao. Exactement. Ce que les internautes décrivent comme une anxiété sociale. Oui, L'étude nous montre que c'est en fait une anxiété linguistique qui ne dit pas son nom. c'est une perspective complètement différente. Donc, la peur ne vient pas de « je ne sais pas quoi dire », mais plutôt de « je ne suis pas sûr de comprendre les règles du jeu Précisément, la conclusion majeure de l'étude, c'est qu'il y a un fossé énorme entre le français standard qu'on ». enseigne C'est lui qu'on vient de décrire. et le français familier, celui que les francophones utilisent tous les jours. Et l'étude dit qu'on attend trop longtemps les niveaux B2 ou C1 pour en parler. Alors qu'il faudrait l'introduire bien plus tôt. Dès le niveau A2, B1, selon les auteurs. Ça renforcerait ce qu'ils appellent la conscience sociolinguistique. La conscience sociolinguistique, c'est une sorte de GPS interne de la conversation, c'est ça? L'instinct qui fait qu'on dit « ça va » à un ami et « comment allez-vous » à son banquier. C'est l'image parfaite. Et l'étude termine avec une phrase très forte. Elle dit que le français standard n'est pas une variété de langues parmi d'autres. C'est une construction. Un idéal. Un idéal, voilà. La réalité, elle, est une palette de couleurs avec plein de registres différents. D'accord, donc on a ce fossé. Comment on fait pour construire un pont? C'est là que l'article de Français avec Pierre sur les registres de langue est super utile. Oui, il simplifie ça en 3 niveaux, ce qui est très clair. Le premier, c'est le registre soutenu, La langue des livres, des discours officiels. très formel, un peu snob comme le dit l'auteur. Ensuite, il y a le courant, le neutre, celui du travail, des commerces. Le français standard, dont on parle depuis le début. Et enfin, Le familier, la langue des amis, de la famille. la langue du relâchement, de la spontanéité. Et l'autre article du même auteur a une comparaison qui, pour moi, est incroyable. Il prend la même routine, du matin à 2 niveaux. Je lis la version courante d'abord. D'accord? Je me réveille à 8 heures quand le réveil sonne. Simple, clair, factuel. Voilà. Et maintenant, écoutez la version familière pour dire la même chose. Je me fais tirer du lit par ce foutu réveil à 8 heures. J'émerge, je me traîne jusqu'à la cuisine et je me fais un noir bien serré histoire de décoller un peu. C'est plus du tout la même histoire. On est d'accord. La différence est dingue. On passe d'une information à une scène de vie, on sent la fatigue, l'agacement, le besoin de café. C'est ça le fossé. Et l'article donne plein d'autres exemples. Le travail devient le boulot ou le taf. Manger devient casser la croûte. Un ami, c'est un pote. Partir, c'est se barrer ou se casser. Et si on reprend notre casquette d'analyste, ces exemples illustrent parfaitement les mécanismes de l'étude universitaire. Ah oui, comment? Ce ne sont pas des changements au hasard. Au niveau du lexique, on a l'argot, fric, thune pour argent. Et les abréviations, comme resto, petit-déj. Pour la syntaxe, le plus évident, c'est la disparition du « ne » dans la négation. C'est la règle non officielle la plus importante. Personne ne dit « je ne sais pas » dans une conversation informelle. On dit « je sais pas ». On entend aussi beaucoup le « on » à la place du « nous Oui, c'est un changement morphologique quasi systématique. Et puis il y a la phonétique. On ne dit pas « je suis », mais « je suis ». ». Et donc, tous ces éléments combinés. Le vocabulaire, la grammaire, la prononciation, tout ça explique pourquoi tant d'étudiants, comme le dit l'article, ne comprennent plus rien quand ils arrivent en France. Les règles du jeu ont complètement changé, en fait. Subtilement, mais complètement. Bon, si le registre familier, c'est le niveau avancé, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi le niveau expert? Ah, je pense que la liste Wikipédia des expressions idiomatiques sur la gastronomie nous donne la réponse. On entre dans l'inconscient culturel, là. C'est la dernière frontière. Ce sont des expressions où le sens littéral n'a plus aucune importance. Si on les maîtrise, c'est qu'on a une compréhension très profonde de la langue. Je me souviens de la première fois qu'on m'a dit que je pédalais dans la choucroute. L'image est tellement absurde qu'on ne l'oublie jamais. C'est exactement ça. On peut donner quelques exemples courants. Allez-y. Si quelqu'un ment ou invente des histoires, on dit qu'il raconte des salades. Si quelqu'un s'évanouit, il tombe dans les pommes. Aucun rapport, mais tout le monde comprend. Quand on exagère l'importance d'un petit problème, on en fait tout un fromage. J'adore celle-là. Et celle pour quelqu'un qui se mêle d'une conversation de manière un peu inopportune. Il met son grain de sel. C'est très visuel. Et pour l'énergie, être en pleine forme. On peut avoir la pêche ou avoir la patate.
C'est fascinant de voir à quel point la nourriture est une source de métaphores pour décrire la vie, les émotions. Ça en dit long sur une culture. Et maîtriser ça, c'est intégrer cette fameuse compétence socio-linguistique de l'étude. Ce n'est plus juste parler français. C'est commencer à penser en français. C'est saisir l'humour, les sous-entendus. C'est passer du statut d'étranger qui parle bien à celui qui saisit l'esprit de la langue. Bon, si on fait le bilan de notre exploration, on est parti des bases, des phrases pour commander un café ou parler de sa journée. Puis on a identifié ce fameux fossé entre le français scolaire et le français de la rue. On a ensuite décodé ce qu'il y avait derrière ce fossé, les registres de langue et surtout les mécanismes du français familier. Le vocabulaire, la grammaire, la prononciation. Et on a fini en beauté avec la richesse des expressions idiomatiques, la cerise sur le gâteau. Le message clé, si on devait en retenir un, c'est que la maîtrise du français, ce n'est pas connaître une seule version correcte. Non. C'est la capacité à naviguer, à être souple, à adapter son discours à la personne qu'on a en face, à la situation, C'est cette flexibilité qui permet de s'exprimer de manière plus authentique. et de mieux comprendre les autres surtout. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, l'étude universitaire soulève un point qui dépasse la linguistique. Lequel ? Elle suggère que le choix d'enseigner principalement le français standard est parfois idéologique. On ne juge pas les autres variantes, comme l'argot, assez prestigieuses pour être dans les manuels. C'est une question très intéressante en effet. Ça amène à se demander à quel point la langue qu'on enseigne est-il le reflet des valeurs d'une culture, de ce qu'elle considère comme noble ou correct. Et que se passe-t-il lorsque l'usage réel, vivant de millions de personnes, s'écarte de cet idéal enseigné ? C'est toute la tension entre la norme et la vie.